Il est 18 heures. Je déclare donc ouverte cette séance de notre conseil municipal. Je vais vous donner lecture des pouvoirs qui sont en ma possession. René Metzinger donne pouvoir à Jean-Jacques Gottini. Gérard Massenet donne pouvoir à moi-même. Jean-Luc Hannot à Lucien Vigo. Nadine Oreillard à Pascal Frangiamort. Anaïs Guessot à Sylvie Lequisy-Pally. Anne-Marie Spataro à Liliane Cognard. Françoise Berg à Lionel Gérard. Lydie Bagiot à Gérard Lins. Il n'y a pas d'autres excuses au pouvoir, je ne pense pas. Je vous propose de choisir un ou une secrétaire de séance. Pascal, pas d'opposition. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le compte-rendu du dernier conseil municipal, je n'ai pas eu de remarques. Il en est de même à cette séance. Je soumets aux voix. Opposition, abstention, unanimité. Je vous remercie. Je vous propose donc de rentrer sans tarder dans l'ordre du jour. D'abord par les questions financières. Le budget principal, décision modificative numéro 4. Je suis en commission des finances. C'est Anne-Hélène qui présente. Allez. Donc, on va étudier les 4 décisions modificatives, avec celle de la commune qui est plus importante que d'habitude, puisque c'est le moment où l'on balaye un peu tous les crédits et où on fait le point. Donc, dans la section de fonctionnement, ce qui est grisé, c'est le niveau de vote, c'est-à-dire là où on vous demande de vous prononcer. Donc, sur la première feuille, on va tout de suite, une fois n'est pas coutume, passer directement aux recettes. Les lignes grisées sont atténuation de charges, plus 25 000. Impôts et taxes, moins 291 589. Donc, il y a une raison qui sera peut-être expliquée par Monsieur le maire. 1665 en plus pour dotation et participation, 5904 pour produits exceptionnels, et 11 105 pour opération d'ordre de transfert entre sections. Donc, ce qui nous fait un total pour les recettes de fonctionnement de moins 247 915 €. En dépenses, donc je reste sur la deuxième page puisque c'est là que sont les lignes grisées. Les charges à caractère général, moins 39 269. Les autres charges de gestion courante, 9 110 en plus. Moins 2 000 pour les charges financières, plus 2 000 pour les charges exceptionnelles, moins 1 735 pour les dotations aux amortissements et moins 216 021 pour le virement à la section d'investissement, soit un total de dépenses de fonctionnement de moins 247 915 €. En section d'investissement, là je vais évoquer les lignes les plus importantes. En dépenses d'investissement, plus 4 000 pour des travaux en régie, travaux en mairie. Plus 4 766 pour ajouter à l'achat d'un véhicule, ajouter au crédit prévu au budget primitif. Moins 4 217 pour du matériel informatique. Plus 6 050 pour des travaux en régie, des travaux d'éclairage sur les cours de tennis. Pour la réfection du chauffage au boulodrome, moins 6 070. Plus 3 207 pour l'informatique dans les écoles. Moins 11 590 plus 11 590. Là, il s'agit simplement de changer d'article pour les travaux d'accessibilité à la salle Curel. Ensuite, nous avons 3 749 pour l'arrosage intégré au stade. Pour les travaux d'adduction au stade également, 5 213 en plus. Moins 4 695 des travaux à l'espace Marie Curie dans les logements. Moins 2 000 pour des terrains nus. Plus 6 000 pour des terrains bâtis, moins 15 680 pour la démolition des tribunes au stade Sainte-Anne, moins cher que prévu, moins 262 831 le retrait des travaux sur la rue du Commerce. Les explications vous seront également données par Monsieur le maire. Moins 3 214 pour l'aménagement du Crassier de Haropré, moins 9 535 pour la réfection de la passerelle de Haropré. Tout ceci nous donne
un total de moins 275 807 en dépenses d'investissement. Passons aux recettes. Là, simplement, trois lignes, 3 312 € pour une recette d'Enedis pour l'espace Marie Curie, moins 216 021 pour le virement de la section de fonctionnement, moins 60 000 pour un retrait d'une subvention départementale. Le total nous donnant également moins 275 807 €. Merci Anne-Hélène. Simplement, je voudrais intervenir sur un sujet qui transcende un peu cette décision modificative, qui porte essentiellement sur des questions qui ont à voir avec Orne-Lorraine-Confluence. Nous sommes depuis plusieurs mois en train d'échanger sur des questions qui ont à voir avec les charges, qualifions-les de charges de centralité, qui ont à voir avec les bâtiments tels la piscine, le centre Pablo Picasso, la médiathèque et autres bâtiments. À Jarny d'ailleurs aussi. L'OLC prend ses marques, doucement, tranquillement, et c'est bien normal. Nous sommes dans l'année de constitution, ce qui est toujours évidemment compliqué. L'engagement initial, c'était que sans attendre, 50% du résiduel des charges de centralité que je viens d'évoquer devait être retourné aux communes concernées. Pour des raisons qu'il appartiendra à l'OLC de préciser, je veux dire simplement que nous avons eu, au fil de l'année, à prendre la mesure de ce qui se jouait au niveau, évidemment, de cette fusion des trois intercos qui, je le rappelle, a été brutale, puisque d'autant plus brutale qu'elle nous a été imposée, excusez du peu, et que, évidemment, cette construction qui s'est faite malgré nous et dans la précipitation, je comprends qu'il faille se donner un peu de temps pour y voir plus clair. C'est cette vision qui nécessite plus de clarté qui a conduit l'OLC à prendre des précautions. Et pour l'instant, se déclarant en raison de quelques vicissitudes qu'elle a eues à gérer, pour l'instant, à considérer qu'elle était dans l'incapacité d'assumer la prise en charge des sommes qui viennent d'être évoquées. Je peux comprendre que dans une année comme celle-ci, tout à fait exceptionnelle, on soit teinté de la volonté de faire dans la prudence. Je pense, et je l'ai dit à moult reprises et dans différents endroits, que l'essentiel est, pour la communauté de communes, de veiller à faire que l'un des termes qui a présidé à sa constitution, qui a été très présent depuis qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux, continue à déterminer le mode de faire et l'ambition affichée par l'intercommunalité. Ce terme, c'est l'équité. Il faut que qui que ce soit, où qu'il soit, puisse être considéré au même titre que l'autre sur ce vaste territoire. C'est là l'un des enjeux de la réussite. Et je suis convaincu que la volonté de toutes celles et tous ceux qui agissent au sein de l'OLC visera à atteindre cet objectif. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sachez que pour ma part, j'ai formulé des propositions assez précises, pour ne pas dire très détaillées, à l'OLC, de telle sorte que cette ambition puisse être atteinte sans que qui que ce soit ne s'en trouve évidemment questionné, gêné, voire même lésé. Donc, ces propositions, comme d'autres, feront l'objet de travaux qui sont à venir, que ce soit au niveau de la conférence des maires qui va se réunir bientôt, ou de la réunion du bureau ou du conseil communautaire. Je souhaite évidemment, ardemment, que ces propositions, encore une fois très précises, puissent être entendues et connaître l'issue nécessaire. En tout état de cause, le fait que l'engagement initial ne soit pour l'instant pas en mesure d'être tenu nous oblige aussi à retoucher évidemment notre budget, voire même peut conduire à ralentir nos capacités d'investissement. C'est le cas.
puisque évidemment, alors bon, pour l'instant sur la rue du Commerce, il y a retrait de crédit parce que tout simplement la rue ne relèvera de notre responsabilité financière que l'an prochain, puisqu'actuellement c'est le syndicat qui travaille sur la rue et pas la ville. La ville aura à prendre le relais en janvier, fin janvier, début février de l'an prochain. Donc nous aurons évidemment à inscrire la dépense à ce moment-là. Ça ne servait à rien de laisser inscrire une dépense qui n'aurait pas eu d'incidence financière sur cet exercice. Et la subvention du conseil départemental. Oui. Donc voilà en résumé. C'est un sujet qui est loin d'être évidemment éteint. Je le pense, nous aurons un conseil municipal avant la fin de cette année. D'ici là, et à notre prochain conseil municipal, j'espère ardemment, disposer des éléments qui permettront de dire au conseil municipal de Jeuf, que l'on soit jovicien, jarnisien, briottain ou je ne sais trop quel habitant de notre territoire, nous serons tous traités de manière égale. C'est ça qui doit servir de fil rouge à l'action que nous avons à conduire ensemble. Voilà sur cette explication rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des commentaires? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix cette décision modificative. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point 1.2, budget annexe pôle santé. Donc en section de fonctionnement, dépenses, en tout 2 456 € en plus. En recettes, là c'est la subvention ville qui impacte cette partie de l'ADM, 2080, plus 376 € de revenus d'immeubles, plus 2456 également. En section d'investissement, nous avons en fait l'objet de cette DM, c'est de prévoir des crédits pour les frais notariés suite aux achats de terrains bâtis, donc plus 5 000. Et nous avons donc un total avec les moins 565 € d'annuité EPFL de 4 435 €. En recette, c'est le virement de la section que nous avons trouvé en dépenses de fonctionnement, que nous retrouvons en recette d'investissement, plus 4 435 €. Bien, sur ces ajustements, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Nous continuons. Cinéma Casino. Au casino, il s'agissait d'augmenter l'indemnité au régisseur, puisqu'elle est dépendante des bons résultats qui sont au rendez-vous, donc plus 2 400 €, 4 630 € de virement à la section d'investissement. Nous verrons qu'ils serviront à couvrir des dépenses de raccordement à l'égout de la salle. Donc un total de dépenses de fonctionnement de 7 030 €, la subvention du budget de la ville 7 030 € également. En section d'investissement, donc ces fameux raccordements à l'égout, 4 630 € en dépenses, et en recettes, le virement de la section de fonctionnement du même montant. J'imagine qu'Alain Savard ne participe pas au vote. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Unanimité, je vous remercie. L'Ermitage. L'Ermitage, il s'agissait de revoir le montant du rattachement des intérêts courus non échus de la dette, plus 129,38 €, compensé par une réduction d'une dépense d'achat d'études, moins 129,38 €, ce qui nous donne une opération blanche égale à 0. Bien. J'imagine qu'il n'y a pas de remarques. Des abstentions, des votes contre, un contre, sur les questions deux contre. Les questions de principe que nous connaissons. C'est qui, M. Furlan et M. Savard? Non, M. Diagio et M. Savard. Ensuite, oui, on continue sur les questions financières. Prise en charge de dépenses. Il est proposé de prendre 92 € de remboursement de nourriture servie aux participants de la fête de la grenouille et de l'écrevisse pour les parachutistes du Pays de Briey. Reversement au CCAS des prestations au contrat enfants-jeunesse et prestations de services de la CAF pour un montant de 34 019,88 €. Les contrats étant signés avec la ville de Jeuf
et le budget fait office de boîte aux lettres. C'est une délibération habituelle d'année en année. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Récupération de la TOM 2016 auprès des locataires des bâtiments communaux, c'est aussi classique. Il s'agit de récupérer le delta entre la TOM lorsque nous avions baissé la taxe foncière et puis la TOM actuelle. Pas d'opposition, pas d'abstention toujours, unanimité. Versement de subventions d'équilibre au budget principal, du budget principal vers les budgets annexes. Donc nous avons budget annexe au cinéma casino 7 030 € par rapport au BP, budget du quartier de l'Ermitage conforme et budget annexe du pôle santé 2 080 €. L'incidence des décisions que nous avons prises il y a quelques instants. J'imagine qu'il y a unanimité. Je vous remercie. Mise en recouvrement de frais d'annulation de la salle Parachini. Il s'agit d'annuler un titre de recette et d'en émettre un autre pour se faire rembourser. Bon, rectification normale, hein, cette situation. Pas d'opposition, j'imagine, pas d'abstention. Personnel, tiens, présente-le. Le premier point, création d'un poste occasionnel d'attaché territorial, concerne le remplaçant de la directrice de cabinet qui va intervenir en doublon pendant le mois de décembre. Donc, il s'agit de créer ce poste pour un mois, sachant qu'au 1er janvier 2018, il occupera le poste de directeur de cabinet. On ne peut pas avoir deux directeurs de cabinet en même temps. Ça me permet de dire et de rendre public évidemment le départ annoncé de Céline Gonzalez-Brabant, qui nous quitte donc au 31 décembre prochain. J'aurai l'occasion de revenir évidemment sur ce départ, qui évidemment est important pour notre ville, mais qui l'est d'autant plus pour moi. Vous savez combien m'est précieuse la collaboration de Céline à tous égards. Donc je ne le ferai pas ce soir. Nous aurons l'occasion de nous retrouver avant le départ de Céline, dans d'autres circonstances, mais aussi à un conseil municipal. Mais en tout cas, ce soir, effectivement, est rendu public ce départ. Évidemment, autant je peux gratifier Céline de tous les compliments possibles et imaginables, parce qu'ils sont légitimes et mérités. Autant, évidemment, je veux lui souhaiter les meilleurs vents possibles, d'autant qu'elle va prendre de la hauteur, puisqu'elle va se retrouver dans les Hautes-Alpes. Et donc, j'espère que tout simplement ce choix de vie et les choix professionnels auxquels elle va être confrontée puissent être Haute-Savoie. Oui. Bon, on n'est pas loin des Hautes-Alpes, hein, quand même. Oui, c'est un peu plus bas. Bon, d'accord. En tout cas, elle va se retrouver au bord d'un lac, c'est agréable. Mais en tout cas, qu'elle soit, évidemment, que tout cela soit couronné de succès et de réussite et de bonheur pour elle et sa famille. Mais j'aurai l'occasion, évidemment, de revenir sur le parcours tout à fait remarquable de Céline à nos côtés, durant, excusez du peu, une quinzaine d'années. C'est 15 ans, d'ailleurs. 15 ans. C'est pas une quinzaine, c'est 15 ans. C'est une belle et grande tranche de vie, vraiment. Donc merci d'ores et déjà, grand merci à Céline pour son apport, sa présence à mes côtés. Bien, sur la création de ce poste occasionnel d'attaché, des remarques, des oppositions, des abstentions, il n'y en a pas, merci. Je retire le point 2.2, nous aurons à y revenir au prochain conseil municipal. Le 2.3, la signature d'une convention avec le centre de gestion. Oui, nous avions déjà signé en 2008 une convention identique qui étant triennale, s'est éteinte. Et depuis, nous n'avions pas re-signé. Alors, il s'agit simplement de se prémunir d'un besoin en personnel qui pourrait être en fait couvert par ce service intérim qui pourrait être bien utile et déclenché dès lors que quelqu'un s'absenterait et qui aurait une spécialité qui nous intéresserait. Donc il s'agit simplement de signer cette convention qui nous permet de pallier à l'absence de quelqu'un par l'intervention donc du centre de gestion qui dispose comme ça d'un petit, je
je trouve pas le mot, mais un volant, voilà, d'agents territoriaux. Bien, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention sur la signature de cette convention avec le centre de gestion. L'urbanisme, donc, parole à Lucien Vigo. Oui, le point 1, signature d'une convention d'études et de maîtrise d'œuvre concernant l'écoquartier d'Hermitage. L'établissement public foncier de Lorraine nous accompagne depuis longtemps sur ce projet. Il poursuit la réalisation des études techniques et la mission de maîtrise d'œuvre. Pour ce faire, une enveloppe dans le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019, une nouvelle enveloppe de 400 000 € TTC a été proposée pour la suite de cette étude. La ville participant à hauteur de 20%, soit 80 000 €. Donc, cette étude permettra d'affiner les informations sur les sols pollués du site afin d'adapter au plus près le projet d'écoquartier à ses contraintes. Il s'agit notamment d'évaluer le volume des terres polluées à traiter ou à déplacer sur les 25 spots identifiés. Je vous ai demandé d'approuver cette convention. Bien. Des remarques? Des votes contre? 2, 3. Des abstentions? 1, 2 abstentions. Je vous remercie. On continue, Lucien. Le deuxième point, mise à jour des cartes de bruit stratégiques. Une directive européenne de 2002, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation des gestions du bruit dans l'environnement, avait imposé aux agglomérations de plus de 100 000 habitants d'établir une carte du bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement. On s'était fait à Geoff. Sur Geoff, 2 points étaient ciblés. C'est la rue de Franchepré pour la circulation routière et la voie ferrée à la sortie du tunnel qu'il y a à l'entrée de Moyeuvre, quand on part de Geoff pour aller à Moyeuvre. Donc, le département a enregistré des études ont été faites en 2017, donc la deuxième tranche. Le département a enregistré une baisse significative de la fréquentation de la RD 41, donc de la rue de Franchepré, et par contre une progression de 3,6 du trafic moyen journalier au niveau de la SNCF. Donc ces données permettent de mettre à jour les cartes relatives au bruit et on doit se prononcer sur ces éléments. D'autre part, l'arrêté ministériel du 14 avril 2017 modifie le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants dans lesquelles nous on était concernés dans l'agglomération de Metz, donc plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui, on ne fait plus partie de cette agglomération et on n'est pas tenu de poursuivre la démarche du PPBE dans sa 3e échéance. Mais la commune continuera néanmoins ses efforts pour veiller à ne pas augmenter les nuisances sonores liées au transport. Merci, Lucien. Des remarques? Des abstentions? Des oppositions? Il n'y en a pas. Unanimité, merci. Le point 3, classement de la parcelle AD 2164 dans le domaine public communal. Il s'agit de la route de la rue du 8 mai 45 et du trottoir qui longe cette route côté résidence. Aujourd'hui, cette parcelle est dans le domaine privé communal et il s'agit de la transférer dans le domaine public communal parce qu'une route et un trottoir, ça n'a pas lieu d'être dans le domaine privé, c'est le domaine public, tout simplement. Pas d'opposition, pas d'abstention. On continue. Le point suivant, mise en copropriété de l'espace Marie Curie et désignation de la commune comme syndic de copropriété. Donc, depuis le 28 août 2017, la commune de Geoff est propriétaire de l'espace Marie Curie pour une surface de 13 arts et 84 centiares. Les 7 logements à l'étage vont être vendus prochainement. De ce fait, l'espace Marie Curie devient de droit une copropriété. Ce qui est proposé au Conseil, c'est que la commune représente la copropriété comme syndic de copropriété. Une réunion entre les différents propriétaires sera organisée pour décider si la commune le restera. Mais pour démarrer, d'entrée de jeu, c'est la commune qui sera le syndic bénévole de la nouvelle copropriété. Bien. Oui. Monsieur. J'ai quelques questions, c'est juste pour information. Ça implique
Ça implique quoi? Ça implique à quel niveau la commune sur ce syndic? La gestion. Est-ce que ça va coûter de l'argent à la commune? Est-ce que c'est... Non. Non, on ne va pas recruter un syndic professionnel. Voilà, c'est tout. Donc, on assure la gestion de la copropriété. Ok, c'était C'est juste tout. pour avoir l'information. Chaque propriétaire assume évidemment ses responsabilités. D'accord. Bien sûr. C'est ce qu'on a fait. Bien, donc unanimité. Oui, d'accord. Non-participation au vote de Jean-Jacques Gottigny. Sinon, donc, unanimité. Je vous remercie. La coopération intercommunale, le rapport de la CLET. Donc, rapport qui a été vu en commission des finances. Donc là, il s'agit d'approuver le rapport de la CLET et d'accepter les AC, donc les attributions de compensation, avec 3 500 € de moins liés à la gestion du périscolaire, puisqu'on passe de 4 jours et demi à 4 jours, et donc il y a une demi-journée en plus à gérer par le périscolaire, en tenant compte de tout ce que tu as dit tout à l'heure sur les charges transférées, et même si ça ne se fait pas, le retour du fonctionnement de la piscine et de la médiathèque ne se font pas à travers les AC, et qu'ils se fassent à travers les charges de centralité. Peu importe, l'important étant qu'on récupère ce qui nous est dû et qu'on soit sur la même équité par rapport aux autres habitants du territoire. Bien, sur ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention. L'adhésion de la communauté de communes. Tu le fais? Oui, si tu veux. Non, comme tu veux. Bon, là, il s'agit tout simplement d'approuver l'adhésion que l'OLC a faite au syndicat mixte Moselle-Aval, qui est un syndicat qui a une belle assise et qui doit travailler sur le développement de la gouvernance et la maîtrise d'ouvrages appropriés sur le territoire et l'amélioration de la connaissance des vulnérabilités à réduire sur principalement tout ce qui est inondation et risque hydrologique. Je voudrais dire 2-3 mots sur ce sujet. Le premier, c'est que, évidemment, ce que l'on appelle la loi GEMAPI situe les responsabilités en cas, évidemment, de risque avéré d'inondation, ce qui, évidemment, nous conduirait à devoir supporter des charges tout à fait considérables, puisqu'il s'agit d'intervenir sur le lit majeur mineur et majeur de l'Orne d'ailleurs, pour contrarier tout risque d'inondation. Si nous n'adhérions pas au syndicat tel qu'il est proposé, au syndicat mixte, cette responsabilité serait évidemment dispersée, mais néanmoins réelle. Je dis cela pour dire qu'en réalité, le choix ne nous est pas tellement laissé. Soit nous nous organisons, soit nous nous isolons dans l'exercice à venir, d'une manière ou d'une autre, de cette responsabilité. Je veux dire aussi que autant l'idée me paraît logique, cohérente, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis longtemps, que soit réfléchi sur l'ensemble du bassin versant de l'Orne et de la Moselle-Aval, puisque c'est comme ça qu'on peut avoir une gestion à peu près cohérente et efficace de ce risque. Autant en même temps, ce texte dispose qu'il appartiendra aux syndicats concernés de lever les fonds et les moyens nécessaires qui lui permettront de conduire les missions qu'ils assignent. Et d'ailleurs, ils ouvrent la possibilité de solliciter l'ensemble des contribuables. Bon, il y a là une vision, une pratique qui conduit inexorablement et souvent à taper sur les mêmes, à solliciter, à aller chercher l'argent là où il n'est pas, d'autant plus que actuellement et très souvent on donne l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc il faut bien le prendre ailleurs, et cet ailleurs, c'est chez ceux qui en manquent. Je dis cela d'autant plus tranquillement que vous savez que nous sommes d'ailleurs le jour
inaugurale du 100e Congrès des maires de France, qu'un chapelet de ministres va y défiler, un chapelet qui démarre par le Premier ministre, qui se conclura par le Président de la République. Tout cela venant sans doute essayer de trouver des arguments pour habiller la brutalité dont ils font preuve à l'égard des collectivités territoriales. Ce ne sont pas les collectivités qui plombent les finances publiques. Encore faut-il savoir si ces finances sont plombées ou pas. Ce que, pour ma part, je conteste. Parce que, évidemment, les fourches codines de l'Europe conduisent simplement à accélérer, à provoquer des politiques austéritaires qui n'ont rien à voir avec la couverture et la réponse aux besoins des peuples tels qu'ils s'expriment. Mais néanmoins, l'affichage et la volonté affichée par le président de la République, alors que le candidat Macron avait dit dans un premier temps qu'il ne toucherait plus aux dotations, dans un deuxième temps qu'il allait ponctionner 10 milliards. Aujourd'hui, il en ponctionne 13. Je rappelle qu'en même temps, je viens de le dire, les milliards offerts à ceux qui n'en ont pas besoin s'accumulent aussi. Il y a là quelque chose d'inacceptable, d'autant plus qu'il met en cause directement ce qui relève d'un droit constitutionnel, c'est-à-dire la capacité autonome qu'il est celle des collectivités dans ce pays d'assurer évidemment leur gestion. C'est l'autonomie communale qui est mise en cause, très gravement, par les décisions du président de la République, même si aujourd'hui on tente de nous dire que, par exemple, la ponction opérée inégalée sur la taxe d'habitation va permettre l'amélioration du pouvoir d'achat. Les premières décisions prises par ce pouvoir visent à porter un coup au pouvoir d'achat, que ce soit sur la CSG ou sur les APL ou sur d'autres aspects. Il suffit de regarder cela, voir sur la GEMAPI, oui, par exemple, ou d'autres. Je pense au logement social. Enfin bon. Et en même temps, en réalité, lorsque on prend d'un côté, enfin on donne d'un côté, ou on donne l'impression de donner d'un côté, on enlève des moyens aux collectivités qui risquent, elles, de solliciter l'impôt, qui risquent, elles, de décider de réduire les services publics. Et en réalité, on va aussi aller chercher dans l'autre poche. Donc, tout cela, c'est pas simplement de l'hypocrisie telle qu'on a pu en connaître jusqu'à maintenant, c'est de l'agressivité, c'est la volonté farouche de recentralisation, alors même que l'État, évidemment, réduit lui-même ses propres moyens, n'assume plus convenablement et complètement toutes ses missions, et évidemment, en même temps, fait en sorte qu'effectivement l'interlocuteur local soit méprisé. Alors je vais être très attentif, comme vous, j'imagine, aux propos qui seront tenus au Congrès des maires de France, mais pour ma part, j'ai eu à m'exprimer ici et dans d'autres lieux sur ces considérations que je continuerai à faire avec toute la force que vous me connaissez, mais en tout état de cause, il faut aussi parler, s'adresser à nos concitoyens, leur dire la vérité, les choix qui sont faits, l'orientation qui est imprimée est dangereuse pour le pays. C'est la nation elle-même, dans son entier, qui est en train de s'affaiblir. Et donc, il nous revient aussi d'alerter, d'autant que les responsabilités ne sont pas de notre côté. Bien, sur cette proposition d'adhésion de la OLC au syndicat mixte Moselle-Aval, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Encore une fois, avions-nous réellement un autre choix? Alors, sur le développement durable, rapport d'activité 2016 du syndicat des eaux hors navales. Jean-Jacques Gautini, vice-président de la commission. Merci, monsieur le maire. Contrairement aux années précédentes, je serai beaucoup plus succinct. L'avalanche de chiffres qui vous était proposée pouvait paraître complètement indigeste, et pour affiner la réflexion ou les données, je vous invite à vous reporter au compte-rendu de la commission qui a eu lieu il y a quelques semaines, où vous trouverez la totalité.
Si Monsieur le maire le permet, parce que dans ma chronologie, j'aimerais commencer par GRDF, d'accord, pas de qui souci, arrive donc le juste rapport 5.2. Voilà, d'accord. GRDF avec qui nous sommes liés par un contrat de concession jusqu'en 2031. On dénombre 2880 clients du réseau, dont 15 premières mises en service. Le réseau représente environ 29 km avec simplement et seulement 200 mètres supplémentaires en 2016. La consommation est annoncée en hausse de 6% par rapport à 2015. Les investissements, quant à eux, en baisse de 10%. Et les recettes, elles aussi, en hausse de 6%. Ces recettes sont exclusivement réalisées en acheminement et non en prestation. Les charges sont annoncées en hausse de 9% et surtout impactées par une augmentation de la main-d'œuvre de 21%. Aucun accident grave n'est à déplorer sur l'année 2016 et on dénote simplement, et c'est important, une augmentation des interventions pour impayés, une augmentation de 10% sur l'année qui s'est écoulée. Bien. Pour en aval, parce que là, il s'agit d'une prise d'acte. Hein. On ne vote pas sur ces rapports. En ce qui concerne en aval, pour la compétence eau, je rappelle que la compétence eau a été transférée par notre ville le 1er septembre 2013 avec un début d'exploitation au 1er janvier 2014. Un nombre d'abonnés à un JEF de 3106. Le taux de conformité des prélèvements microbiologiques et physico-chimiques est de 100%. Le rendement du réseau annoncé à 71,1%, ce qui représente quand même un indice linéaire de perte en réseau de 6 mètres cubes par jour et par kilo. Globalement, en chiffres, ça représente plus de 200 000 mètres cubes sur 700 000 mètres cubes mis en distribution. Le taux de renouvellement du réseau est de 0%. Réseau qui représente 46 km sur JEF et aucun branchement au plomb n'a été traité l'année passée. Ça n'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé à retraiter. Au travers de sa compétence... A priori, il n'y en a plus. Sur JEF, il n'y en a plus. A priori. Là, ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur le réseau maintenant avec des techniciens hors naval et on se fait fort d'aller voir tous les compteurs. On a découvert X compteurs par rapport au rapport qu'on avait de la SOR avant et il n'y a plus de branchement. Eh ben, j'espère que qu'on n'en trouvera pas d'autres. Voilà. D'accord. Au niveau de sa compétence assainissement, donc les eaux usées sont acheminées vers la steppe sur le banc communal de Moyeuvre. En ce qui concerne les rendements épuratoires, ils sont tous supérieurs aux normes requises. Et pour notre ville, JEF, 99% de la population est raccordée. Seulement 39 habitants sont sur un assainissement non collectif. 3106 abonnés. Le réseau comporte 54 km, donc 49 km de réseau unitaire. Les volumes facturés sont en hausse de 2,48% et la contribution des eaux pluviales de l'année dernière par rapport à l'année précédente est globalement stable alors qu'on l'avait vu augmenter de façon un petit peu plus importante sur les années précédentes. L'évolution de la facture globale, je répète qu'elle est calculée pour une moyenne de 120 mètres cubes. Sur notre ville, cette évolution passe du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 de 423,75 € à 424,95 €. Rien du tout, pour dire. Ce qui fait dire que JEF possède accès à de l'eau la moins chère de la vallée en ce qui concerne les villes adhérentes à Ornaval. Bien, merci à Jean-Jacques Gautini sur ce dernier rapport. Moi, je tiens à souligner pratiquement plus de plomb. On soit, c'est pratiquement plus, mais tu as raison, plus. On n'en trouve pas. Mais Jean-Jacques est prudent, il a raison. Peut-être que quelque part, il y a quelques centimètres qui se promènent. En tout cas, il n'y a plus de plomb, de canalisation plomb. C'est très bien. Non, mais même si un jour on devait en trouver une par hasard, c'est formidable que nous en soyons à se dire il faut continuer à gratter, mais a priori il n'y en a plus. Donc c'est en soi évidemment une excellente nouvelle. Branchement, oui, branchement. D'autre part, 99% de la population connectée au réseau collectif, ça aussi, c'est un plus. Un prix de l'eau bien au-delà. Jean-Jacques là aussi. Modeste indique que c'est l'eau la moins chère de la vallée, ce qui est vrai. C'est l'eau la moins chère d'un territoire beaucoup plus vaste. C'est un succès à mettre à l'actif à la fois de notre ville sur les choix qu'elle a pu faire et du syndicat Ornaval. Je tiens à le souligner. J'ai vu encore récemment des prix d'eau qui paraissent totalement prohibitifs. Ici, c'est l'inverse. C'est une vraie fierté parce que le choix même de régie en particulier
a permis effectivement une gestion très resserrée, très transparente et très précise. Donc avec une ambition qui est respectée et qui honore évidemment ses auteurs, dont Lionel, qui, je le rappelle, est président de ce syndicat. Tu voulais dire un mot ? Oui, juste pour répondre à... La première remarque, c'est le taux de perte, 39 personnes qui ne sont pas, 39 personnes non raccordées. Techniquement, on peut pas les raccorder. C'est pas dans des projets à venir. Ou alors peut-être quand on aura d'autres investissements sur d'autres quartiers, mais ça remet en cause le fonctionnement hydraulique de l'assainissement. Donc là, on est au maximum des personnes raccordées. Une grosse opération qui a été faite cette année, alors on le verra dans la prochaine, mais une grosse opération qui a été faite, c'est la réhabilitation du puits d'Aropré. Hein, pour ceux qui ont eu l'occasion de se balader à Aropré, ils ont vu le travail, et le travail à l'intérieur est encore plus impressionnant. Le tarif, en fait, la facture qui a été éditée au moment du rapport, elle est légèrement erronée. On peut dire que les prix n'ont pas augmenté, parce que s'il y a eu 4 centimes d'un côté, l'agence de l'eau a baissé de 4 centimes, donc c'est le même prix pour 120 mètres cubes que l'année précédente. Voilà. C'est quand même à préciser. Merci de ces précisions. Nous prenons acte évidemment de ce rapport et de toutes les bonnes nouvelles qu'il comporte. Bien, le point 5.3, centre de traitement des déchets Cédilor. Alors, c'est une question importante que celle-ci, toutes les autres sont importantes, celle-là l'est d'autant plus qu'elle porte sur une usine dont le classement laisse à dire la dangerosité du traitement dont elle a la charge. Lorsque j'ai été informé de la procédure engagée par la préfecture de Moselle, j'ai immédiatement adressé un courrier à monsieur le préfet de Moselle pour lui demander de faire que Jeuf soit elle-même directement impliquée, concernée par l'enquête publique qui était en cours. Ce courrier n'a pas obtenu de réponse favorable, puisqu'il nous m'a été répondu que l'enquête était organisée, centralisée sur 2 autres communes du plateau. Je rappelle que Jeuf est très concerné par l'usine Cédilor qui se trouve tout simplement juste au-dessus de la vallée. Je me souviens bien de l'implantation, de la création de cette usine. À l'époque, je faisais partie, avec d'autres militants, d'une association qui s'appelait SOS Dioxine et qui avait beaucoup agi, fortement agi, en particulier sur une idée simple que nous avons sans doute tous et toutes à l'esprit. Nous condamnions tout risque de tourisme des déchets. Je vous propose de regarder plus avant ce dossier. Je remercie Jean-Jacques Gottini d'avoir travaillé sur ce dossier et d'avoir sollicité, avec mon appui et évidemment mon accord, Alain-Marie Savard pour un travail, et je remercie ici publiquement Alain Savard pour la qualité de ce travail et le temps passé à l'examen très minutieux, précautionneux dans le sens où il ne s'agissait pas d'occulter tel ou tel aspect, mais au contraire d'avoir une vision qui se voulait exhaustive et équilibrée. Et donc c'est Alain Savard avec Jean-Jacques Gottini qui vont nous présenter un compte rendu, une synthèse sommaire. Il y a plusieurs dizaines de pages qui ont été étudiées dans des conditions calendaires qui n'étaient pas les plus simples, les plus faciles, et qui donc vont être soumises à la sagacité du conseil municipal. Donc je vais laisser le soin à Jean-Jacques Gottini de dire quelques mots avant la présentation, et ensuite Alain Savard qui va s'appuyer sur la projection de quelques diapositives, je crois, Alain, c'est bien ça,
de quelques diapositives, je veux vraiment chaleureusement remercier et Jean-Jacques et Alain Savard pour ce travail. Et d'autre part, évidemment, au terme de cette présentation, je soumettrai au Conseil municipal une motion qu'on va faire circuler, qui tient compte évidemment du travail qui a été réalisé. Et je soumettrai au vote cette motion. Jean-Jacques Gottini. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais, et vous l'avez déjà fait, simplement rappeler le réel combat qui a été mené il y a à peu près 20 ans au moment de l'installation de Cédilor sur le site actuel, et rappeler que cette installation s'est réalisée avec l'appui en particulier du maire d'Amnéville de l'époque, qui a cependant pris de ne pas impacter sa ville et son fief amnévillois et son pôle thermal. Je me rappelle aussi de quelques réunions publiques fort houleuses avec les habitants de Malancourt. Je voudrais aussi préciser que, contrairement à la règle administrative imposée et respectée par le préfet, j'estime que Geoff, tout en étant en Meurthe-et-Moselle, doit être considéré comme un acteur et un décideur dans ce dossier. À l'époque de l'extension des périmètres habituels, on voit les comme s'étendre, on voit les régions qui ressemblent à plus rien. Il est impensable de penser qu'il existe encore une frontière administrative entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, voire plus grave, une frontière virtuelle qui empêcherait tout risque mosellan de courir sur la Meurthe-et-Moselle. J'ai lu dans la presse récemment que Monsieur le directeur de Cédilor avait convié certains maires à une visite de son site et que personne n'avait répondu positivement à sa demande. Je le dis là très clairement que la commission que je vice-préside avait demandé de visiter ce site-là. Il l'avait demandé et on n'a jamais eu de réponse. La réponse n'a jamais été traitée. Alors après insistance, on nous a reconvoqués bien plus tardivement pour nous proposer 3 dates décalées, des dates qui évidemment ne correspondent pas, en tout cas, ne me correspondent pas au travers de mon activité professionnelle. Je souhaitais simplement le dire pour pas qu'on ne pense que les élus se désintéressent d'accord de ce dossier, mais bon, que notre demande n'a pas été traitée. Enfin, je voudrais terminer en disant que j'ai évoqué et travaillé ce dossier avec M. Savard, et comme je l'avais dit en son temps, et je rappellerai une question de M. Diazio, je m'interdirai jamais de travailler avec quelqu'un qui n'appartient à notre groupe, qui n'appartient pas à notre groupe sur des sujets aussi particuliers. Avec l'accord de M. le maire, j'ai donc sollicité M. Savard et qui a décidé de participer à ces réflexions. Et je peux dire que le travail, c'est un travail sérieux, un gros travail, un travail précis, et je m'en félicite. Ceci démontre que lorsque les intérêts de notre ville sont menacés, il doit y avoir entre nous, élus responsables, et malgré nos différences, une synergie d'action irréprochable. Je pense qu'aujourd'hui, au travers de ce dossier en tout cas, nous avons su le démontrer. Je laisse M. Savard évoquer les points que nous avons décidé de vous présenter. Et je répète, je souligne encore une fois la qualité de votre travail, M. Savard. Alors, M. Savard, je vous en prie. Attendez, je suis sur quel... Voilà, d'accord. Voilà. Alors, le vidéoprojecteur, il faut peut-être... Installez-vous peut-être un peu sur le côté, parce que sinon vous allez prendre ça dans les yeux, ce serait désagréable. Il n'est pas allumé, là? Peut-être éteindre simplement le... Je vais t'obliger de te lever. Ça vient? On va peut-être éteindre les lumières. Non, mais il faut rallumer les autres. Voilà. Voilà. Merci Benoît. C'est bien, Benoît. C'est mieux comme ça. Oui, donc nous proposons que le conseil municipal de Geoff se saisisse entièrement de ce dossier. Monsieur Gottini a évoqué un gros dossier. Effectivement, le dossier présenté par la société Cédilor est un dossier de 652 pages. Alors même s'il y a du remplissage dedans, il faut quand même, si on veut pouvoir répondre à leurs prétendus arguments, il faut quand même tout examiner. C'est effectivement un très très gros travail et, à mon avis, des sociétés comme celle-ci font en sorte
que le travail soit tellement important que beaucoup renoncent à le faire en profondeur. Alors évidemment, c'est mal me connaître que de penser que je ne vais pas aller en profondeur. J'y suis allé. Pour l'instant, en page finalisée, j'en ai à peu près 90. Et il y en a autant qui sont en brouillon, et il y en aura quelques-unes de plus. Donc on va arriver à un très gros dossier qui vous sera évidemment transmis, probablement morceau par morceau, parce que pour ceux qui le recevront par Internet, tout le monde le recevra par Internet, parce qu'en papier, un dossier comme ça, je ne me verrai pas recommander de l'expédier pour des raisons que vous imaginez bien. Donc je vais passer ici à la présentation de quelques pages qui ont été sélectionnées parmi celles qui sont faites. Dire que ce sont les plus significatives, etc., peut-être, mais enfin on a dû faire des choix à un moment donné entre certaines pages, parce qu'il est hors de question d'assommer le Conseil aujourd'hui avec quelque chose qui serait roboratif. Donc, il y a 3 thèmes principaux qui sont présentés. Ici, vous avez, pour ceux qui ne savent pas exactement où se trouve cette usine, mais je pense que la plupart d'entre nous le savent, vous avez un plan de situation où vous voyez Cédilor en plein milieu, en légèrement violacé. Alors, premier thème, nous remarquons que Cédilor présente dans sa demande d'autorisation des demandes étonnantes. Vous avez dans les encadrés bleus des extraits du document présenté par Cédilor. Et dans l'encadré rouge, quelques remarques. Donc, évidemment, comme beaucoup d'entreprises de ce genre, l'un des arguments, c'est la préservation de l'emploi. Mais vous remarquerez que dans les remarques, il est dit que l'argument de la sauvegarde de l'emploi n'est en aucun cas à placer en regard, voire en opposition à la sécurité des familles, amis, voisins et compatriotes des employés. En plus, il est fait état par la société Cédilor d'un ramassage, j'emploie le terme de ramassage à dessein, d'un ramassage des produits à traiter chimiquement très large. C'est une demande d'autorisation d'ouverture à l'international, mais pas à l'international comme c'était autorisé jusqu'à présent par Cédilor, dans des conditions très limitées, un international qui se limitait à une partie de la Belgique, la Wallonie, au Palatinat, et donc à des régions frontalières immédiates. Là, maintenant, c'est une ouverture totale à l'international pour aller chercher des tonnages que la Lorraine, perdant une partie de son industrie, n'est plus à même de fournir en traitement à Cédilor. Donc là, il va y avoir un tourisme des déchets dangereux, et vous verrez dans certains documents que malgré la déclaration de Cédilor qui prétend que les trajets ne traversent aucune zone habitée, je sais pas, mais Grimmonot c'est habité. D'autre part, le trajet passe en bordure immédiate de tout Montois, en bordure immédiate de tout le sud de Rombat, et éventuellement traversé de Pierrevillers et de Marange-Sylvange. Bon, s'il y a des questions, posez des questions, vous interrompez. Là, ici, il est question de valeur limite dans les rejets atmosphériques. Alors, si on parle de valeur limite, c'est pas parce qu'on rejette dans l'atmosphère du parfum. C'est bien parce qu'on y rejette des produits dangereux. Les composés organiques volatiles, les COV, par exemple, rejetés par l'unité PCO, vous voyez qu'il y a une fréquence d'analyse actuelle, mensuelle, et c'est dès lors du « ouais, non, comprenez bien, nous on travaille sérieusement », on verra tout à l'heure que ce n'est pas vrai, nous on travaille sérieusement, donc semestriellement c'est bien suffisant. Non. Les possibilités, en plus,
En plus, Cédilor nous dit, enfin dit à monsieur le préfet, pour justifier de sa demande, vous savez, nous on est équipés, hein, on sait faire les mesures, donc on va les faire nous-mêmes. Imaginez pour le contrôle technique de votre automobile, quand un gendarme vous arrête, vous lui dites, ben écoutez, monsieur le gendarme, vous savez, moi je suis équipé, je fais mon contrôle tout seul. Hein. Je présume qu'il ne va pas être ravi, le gendarme. Puis vous non plus, quand vous allez avoir le PV. Donc là, non, on ne doute de rien. Cédilor ne doute de rien et demande à faire elle-même les contrôles. Bien sûr, nous proposons de nous y opposer. Des approximations aussi. Oui, dans un dossier qui devrait être sérieux, on pourrait supposer qu'il n'y a pas d'approximation, il y a des faits, il y a des données précises, des analyses, etc. Non, il y en a un peu, mais pas tout. Alors, nous sommes ici sur un secteur où nous savons bien ce que sont les failles issues de l'activité minière, par exemple. Eh bien, Cédilor précise, vous le voyez dans le texte encadré bleu, là, que dans cette zone, les constructions sont autorisées sur réserve de prescription. Voilà, c'est tout. Donc, nous, c'est tout simplement une construction. Produits chimiques dangereux, non, on n'en parle pas là. Non, c'est une construction, c'est autorisé. Voilà, il y a des conditions à remplir, bon, c'est tout. Ben non. Et en plus de cela, vous le verrez ailleurs dans le dossier, Cédilor précise qu'en 14 ans, il n'y a eu aucun mouvement significatif de faille de remarquer. Oui, peut-être bien. Mais allez expliquer aux gens de Vaison-la-Romaine qu'en 14 ans, il n'y avait pas eu d'inondation, donc il était évident qu'il n'y en aurait pas. Allez expliquer les mêmes choses des personnes qui habitent le secteur où il n'y avait pas de faille, et puis tout d'un coup, il y a des affaissements. Nous savons très bien ce qui peut se produire ici. Donc, nous demandons aussi qu'on nous fournisse des études sur également, parce que là je déborde un peu, là, pas seulement sur les failles, mais également sur les risques d'inondation, les risques de pluie, etc., sur de longues périodes. Et là, sur les failles, ici, on ne peut pas, dans le secteur que nous connaissons ici, traiter cette question des failles avec la désinvolture dont fait preuve Cédilor. Alors là, je dirais presque que c'est le pompon. Cédilor présente, vous la voyez à gauche, une carte des risques de mouvement de terrain, non pas de faille, mais de mouvement du terrain dû à une zone argileuse. Il n'y a pas beaucoup de zones argileuses dans notre région, mais il y en a. Il y en a une ici. Et évidemment, cette zone argileuse, elle est repérée, elle est connue par les autorités, par les organismes de prévention officiels de prévention des risques, etc. Et cet organisme fournit une carte. Cette carte était reproduite sur le document de Cédilor, mais on ne voyait pas bien. Donc j'extrais cette carte, j'augmente, je la développe, mais impossible de la développer, elle pixelise presque tout de suite. Tiens, c'est bizarre. Donc je cherche sur le site du gouvernement, évidemment, il faut prendre un peu de temps pour ça, et je trouve la carte qui est à droite. Et là, je l'ai augmentée. Elle n'a pas pixelisé tout de suite, elle pixelise bien plus tard. Et vous voyez que la carte du site officiel du ministère, à droite là, elle est précise. On voit des choses. Et vous remarquerez qu'elle est augmentée, elle est plus que celle de Cédilor. Si j'augmente encore plus de Cédilor, vous n'avez plus que des petits carrés. Si j'augmente autant que l'autre à droite. Et sur l'autre à droite, que voit-on? Eh bien que Cédilor n'est pas en dehors de cette zone. Certes, il n'est pas en plein au milieu, mais il est dedans, pour une part. Et pour une part significative, puisque vous distinguez qu'il y a 2 tours. Donc ce n'est pas des tours juste pour faire joli, hein. Ce n'est pas des tours décoratives, c'est une entreprise qui traite des produits chimiques. Et
également un bassin, un gros bassin, donc sur la gauche. Donc là, il y a une volonté délibérée, à mon sens, de masquer une réalité. En présentant leurs documents tels qu'ils l'ont présenté, on pourrait se dire ça va, ils sont à côté de cette zone, ils ne sont pas dans la zone. Eh bien non. Il a fallu fouiller, il a fallu chercher, mais on a trouvé. Et ma conclusion, nous ne pouvons que conclure à une volonté délibérée de masquer l'existence d'un risque. Alors, prélèvement et rejet dans les eaux souterraines. Aucun prélèvement ou rejet dans les eaux souterraines n'est réalisé sur le site Cédilor. Ainsi, en fonctionnement normal des installations, aucune pollution du sous-sol ou des eaux souterraines n'est à craindre. Ben voyons. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'on appelle un fonctionnement normal? Ils disent bien en fonctionnement normal, mais si on prévoit des précautions, c'est bien parce qu'il peut y avoir des fonctionnements anormaux à certains moments. Eh bien non. Non, Cédilor ne fait état que de fonctionnement normal. Et cette question, elle est importante dans la manipulation de produits dangereux, parce qu'on sait très bien que toutes les catastrophes, tous les dégâts qu'il y a pu avoir, tous les désagréments, même simplement, sont souvent dus à des fonctionnements qui ne sont pas normaux. Donc là, une entreprise qui doit manipuler des produits dangereux et qui se contente de dire en fonctionnement normal, il n'y a pas de problème, cette entreprise-là, à mon sens, ne doit pas obtenir d'autorisation d'exploitation et même, tout simplement, ne doit pas conserver son autorisation actuelle d'exploitation. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le transport de marchandises dangereuses, le tourisme des déchets. Alors c'est très intéressant parce que Cédilor nous fait aussi là une belle petite manipulation. Sur le trafic, il est précisé par Cédilor qu'il n'y a pas de zone d'habitat traversée pour le trafic, tout va très bien, les voies de circulation ne seront pas impactées, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas ça qui se passe. Parce que il y a des routes tout près, il y a des routes tout près des habitations, etc. Et j'ai mis un certain nombre de références pour montrer que les choses ne sont pas comme Cédilor peut le prétendre. Je vous donne une autre information qui est sur une autre page à propos de la pollution. À un moment donné, Cédilor veut faire une comparaison. Donc ils prennent les émissions de polluants dus à la circulation, etc., sur le site. Bon, ça fait ça, par exemple. Et puis sur la RD 181 et la RN 54, ça fait ça aussi. On met les deux ensemble, ça fait ça. Par rapport à Cédilor, à peu près la même chose. Mais ils ajoutent aux deux départementales, ils ajoutent l'autoroute, qui est déjà un peu plus loin quand même. Ils prennent 2 kilomètres de chaque. Alors évidemment, ça fait bondir les pollutions automobiles. Et la conclusion de Cédilor est tout simple. Vous voyez, Cédilor pollue un petit peu, mais c'est epsilon par rapport à la pollution automobile. Ben oui, évidemment. Présenté comme ça, c'est très simple, d'une autoroute qui passe loin quand même, qui ne passe pas juste à côté. Mais le site, quand il y a une pollution sur le site, c'est bien sur le site et sur les gens qui sont à côté, sur une école maternelle qui n'est pas loin, etc. Alors, les commodités du voisinage, perception des odeurs. Alors, ils sont un peu naïfs quand même, Cédilor, puisqu'ils disent qu'au début, ils ont eu des plaintes concernant les odeurs, mais que maintenant, il n'y a plus de plaintes. Conclusion supposée, c'est qu'il n'y a plus d'odeur. Ils n'ont pas imaginé quand même, incroyable comme ils sont naïfs, ils n'ont pas imaginé que les gens qui ont porté plainte, une fois ou deux fois, voire 3 fois,
Voyant qu'il n'y a pas de résultat, ben, à l'odeur suivante, à la 4e ou à la 5e, ben, ils ne portent plus plainte. Ils arrêtent. Il y a une lassitude. Mais ils n'ont pas imaginé, c'est dès lors que ça pouvait être ça. Alors il faut qu'on leur explique quand même. Puis il faut qu'on l'explique au préfet que c'est pas ça, que c'est tout à fait autre chose. Alors, ma conclusion, bon, elle est... Oui, bon, ils nous prennent pour des sots, quoi. Hein? On va leur démontrer qu'on n'en est pas. Alors, des obligations non respectées, parce qu'actuellement, Cedilor a déjà des obligations. En demandant une augmentation de tonnage à traiter, une augmentation, donc une diversification de produits à traiter, des produits qui étaient traités ailleurs que sur le site de Malancourt et qui seront traités là. Et en demandant une extension à l'international, on peut supposer que le préfet devrait regarder si avant de leur donner une autorisation, que le préfet voudrait regarder si Cedilor, jusqu'à présent, a respecté les obligations précédentes. Pas vraiment. Là, vous voyez dans le carré bleu, à un moment donné, que Cedilor reconnaît se trouver dans l'impossibilité de respecter certaines prescriptions de l'autorisation préfectorale en cours. C'est quand même curieux, hein? Et ils se permettent de demander maintenant une autorisation pour encore plus. J'espère que le préfet va quand même regarder ça de façon attentive et tenir compte de nos remarques. Alors là, vous avez, dans l'encadré bleu, une petite partie seulement, vraiment une petite, extraite d'un rapport de la DREAL qui émet des observations, qui explique qu'ils ne sont pas très contents parce qu'ils ont remarqué que Cedilor n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, n'a pas respecté telle chose ou tel règlement ou tel autre règlement. Et vous avez tout à fait en vert, là, de l'autre côté, la réponse de Cedilor qui dit « Oui, mais vous en faites pas, on va s'en occuper, on va peut-être trouver un moyen de respecter ce qu'on doit respecter. » On peut en douter. Vous voyez que, donc, et en plus, Cedilor interprète dans un sens laxiste certaines obligations. C'est une liberté que Cedilor prend, certainement eu égard à la certitude de sa puissance financière, une liberté, parce que c'est une filiale de Veolia, hein, Cedilor, une liberté que Cedilor prend en interprétant de façon anormale, je dirais donc laxiste, un certain nombre d'obligations. Nous dirons qu'il s'agit de désinvolture, mais grave quand on doit traiter les mêmes produits-là. Ah oui, ça c'est intéressant quand même, parce que là j'ai extrait un certain nombre de choses, alors je les ai mis un peu en vrac comme ça, pour bien montrer que, bah oui, c'est du vrac, c'est du remplissage. Parce que plus vous présentez un dossier épais, plus déjà ça dissuade de le lire entièrement, et puis plus ça donne l'impression que c'est du sérieux, c'est du solide, c'est de l'épais, ça a du poids, ça tient la route. Bah oui, bah, tout ça, c'est du remplissage. Ailleurs, on le voit aussi, donc je ne vais pas résister au plaisir de mettre quelques petits morceaux de leur verbiage, de les mettre comme ça, sans dessus-dessous, en vrac. Ah. Ah ben, il n'y en a plus. Voilà. Mais vous en faites pas, vous en verrez d'autres. Bien. Oui. Jean-Jacques Gottini. Voilà, présentation
très intéressante, bien évidemment. Juste pour resituer les choses, il faut savoir qu'aujourd'hui, Cedilor traite 22 000 tonnes de matière issue de l'importation. Imaginez ce que ça va être. Et surtout, la modification que Cedilor demande va faire passer le site de classement Seveso bas à Seveso haut. C'est pas rien, Seveso. C'est pas rien. Emmanuel Berger. Oui, j'avais une question. C'est un site Seveso 3, je crois. Donc, ils doivent être soumis, ce qu'on appelle, au plan de modernisation des installations industrielles, ce qu'on appelle le PM2I, sur la loi Grenelle de l'environnement de Borloo. Je voulais savoir s'ils étaient bien soumis à ça, parce que normalement, l'ADREAL a un œil, on a vu ce qu'ils ont leur étude, normalement, l'ADREAL a un œil extrêmement précis là-dessus et ne peut donner son autorisation si, pour tout ce qui est stockage, transport de matières dangereuses, ne respecte pas cette fameuse PM2I avec des inspections réglementaires effectuées par l'organisme d'État, un organisme, habilité par rapport à ça. Et la question que je voulais savoir, c'est est-ce qu'ils sont bien soumis à cette PM2I? Donc s'ils sont soumis à cette PM2I, il faut que, automatiquement... moi, je suis un peu étonné quand même de l'ADREAL avec cette analyse-là quand même, qu'on laisse faire comme ça et que... Là, c'est un petit extrait. Le tableau complet des remarques de l'ADREAL, il fait 2 pages. Oui, mais de toute façon, comme l'ADREAL a autorité, s'ils ne respectent pas ça, automatiquement, ils ne peuvent pas s'étendre. Normalement. Les services, alors, si je peux simplement là-dessus, j'avais alerté mes collègues et amis, les maires d'Omécourt, Moutier-Auboué, qui ont adressé des courriers au préfet. Le maire d'Omécourt vient de recevoir pas une réponse, un élément d'information de la part du préfet, puisque les autres comme moi, on s'est plutôt adressé au commissaire enquêteur. Et simplement, le préfet lui explique que les différents services seront de manière systématique et complémentaire saisis. Donc l'ADREAL fait partie de la liste des services qui vont être amenés à émettre un avis sur le dossier. Donc on n'en est pas encore tout à fait là. Les services compétents de l'État donc sont en procédure d'instruction de la demande. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais d'abord, moi aussi, je veux à la fois remercier Jean-Jacques Ottigny de la démarche qu'il a initiée et Alain Savard de ce travail. Vous avez compris, c'est un travail effectivement très important. Donc merci aussi de la présentation, Alain, qui se veut aussi pédagogique et ludique même, bien des égards, et c'est bien agréable, parce que l'enjeu c'était de rendre relativement accessible et simple quelque chose qui ne l'est pas, et qui a été conçu pour ne pas l'être, comme Alain Savard l'a dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, je me propose d'envoyer le dossier, Alain, lorsqu'il sera définitivement constitué, encore faut-il évidemment le faire assez rapidement, d'envoyer la totalité du dossier au préfet de Moselle. Je pense que je vais l'envoyer au préfet de Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle, pour information. Et donc, dès que le dossier sera finalisé, je me propose de l'envoyer. Parce que là aussi, il doit sentir, pour reprendre un terme d'Alain Savard tout à l'heure, la profondeur de la réflexion et la portée des commentaires que nous portons. Vous avez eu le texte de la motion. La motion, c'est d'ailleurs pour ça que je propose d'envoyer la totalité du dossier. La motion reprend quelques éléments, quelques axes, et évidemment se conclut par le fait que le conseil municipal de Jeuf s'oppose au projet porté par Cedilor. Je rappelle d'ailleurs que, me semble-t-il, Rombat s'y est déjà opposé. Je viens de le dire, Omécourt et Ville-de-la-Vallée ont dit leur émotion. Nous allons, si le conseil municipal en est d'accord, nous opposer. J'espère que les autorités préfectorales vont entendre cela et ne pas considérer qu'un projet porté par un industriel, fût-il sensible à la recherche d'arguments qui n'en sont pas pour ficeler correctement un paquet cadeau qui sont pas bons,
c'est le moins qu'on puisse dire, puisse primer sur l'intérêt majeur, évidemment, de nos populations. J'espère que les autorités préfectorales entendront cela. Vous avez vu le texte de la motion, je ne vais pas relire le texte. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le texte de la motion? Oui. Mon Dieu, quand on est à ce stade d'absurdité, ça ne mérite même pas de commentaire. Entre une usine qui va produire de la toxicité, qui a classé Céveso 3, niveau haut, et un quartier qui se revendique être éco-quartier, donc qui va justement contrebalancer totalement ça, il faut être dans l'absurdité totale pour avancer des inepties pareilles. Donc, bon, j'en reste là. Vraiment, l'absurdité ne nécessite pas et n'appelle pas de commentaires supplémentaires. Mais ça ne surprend plus personne dans ce Conseil. Qui est contre? Merci, Monsieur Sédilor. Qui est pour la motion? Avec les pouvoirs, oui, c'est vrai. Merci. Je souhaitais un vote positif. Abstention, je n'en ai pas vu. Bien. Un vote contre, normal, Sédilor défend Sédilor, et la motion est largement adoptée. Je vous remercie, et à nouveau, je remercie chaleureusement Jean-Jacques Oggini et très chaleureusement Alain Savard pour ce travail. Alors, les informations, les décisions prises par délégation, vous en avez eu la liste, et les DIA, vous en avez aussi la liste, vous en êtes ainsi informés. Les questions orales. J'ai reçu une question orale qui est posée par M. Thiebaud. Moi, je vous laisse. J'ai déjà vu la pièce de théâtre, elle n'est pas bonne. L'acteur est mauvais. Alors. C'est bon. Alors, est-ce que c'est bon? Bien. Alors, la question orale est au sujet du départ de Madame Riestra vers la société OHS. Madame Riestra a décidé de quitter son emploi au CCAS pour rejoindre l'entreprise OHS. Je trouve normal qu'une personne de la qualité de Madame Riestra décide de se confronter au monde réel du travail et j'en félicite. Toutefois, et c'est l'objet de ma question orale, je souhaite savoir si les procédures déontologiques ont été suivies. Permettez-moi, Monsieur le maire, de rappeler que Madame Riestra était partie prenante des procédures de vente des 2 maisons pour personnes âgées, Jean Moulin, Maurice Pelletier. L'acheteur semble être la société OHS. Si c'est le cas, il y a évidemment un conflit d'intérêts qui doit être réglé par la commission de déontologie. Celle-ci a-t-elle été consultée? Pourriez-vous nous donner leur réponse? Vous trouverez, Monsieur le maire, copie de l'analyse du décret numéro 2017-105 du 27 janvier 2017. En vous demandant de bien vouloir apporter une réponse à ma légitime procuration, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes sentiments respectueux. Est-ce que vous voulez que je lise l'analyse? Non, monsieur. Pour informer quand même les personnes. Non, le décret, tout le monde peut y accéder. Une réaction et 2 réponses. La première réaction, là non plus, ça ne surprend plus personne. Vraiment, vous avancez en particulier quand vous évoquez le fait que la personne concernée, vous citez des noms, alors que dans une séance publique du conseil municipal, il est de règle de faire attention à cet aspect. Vous dites que cet agent se confronte au monde réel du travail. C'est dire le mépris dans lequel vous tenez le personnel communal et les agents de la fonction publique en général. C'est un mépris constant de votre part qui, évidemment, ne vous honore pas et qui, au moins, les éclaire sur votre personnalité et sur les idées à connotation factieuse que vous développez. Je trouve que c'est pour le moins extrêmement déplacé, malheureux et injurieux à l'égard de tous les fonctionnaires de ce pays et de cette ville. Vous posez la question de savoir si on est en contact avec la commission de déontologie. La réponse est oui. Si vous souhaitez être informé de sa réponse, vous en serez informé quand moi je le serai.
La séance est levée. Bonne soirée.